Donc, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Entre briques et bureaux. Aujourd'hui, un épisode très intéressant. On parle de design intérieur. J'ai le plaisir d'avoir Mara de Mara Design avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir. Non, ça fait plaisir. On va pouvoir ensemble parler d'un sujet qui est compris mais incompris en même temps, qui est le design intérieur. Oui, définitivement. Donc, j'ai pu comprendre que vous avez un peu d'expérience dans le domaine. Donc, on commence avec la première question directement, qui est quel genre de qualification ça prend pour être designer d'intérieur? Excellente question. Donc, pour être designer d'intérieur, il y a plusieurs façons de le devenir de façon professionnelle. Donc, il y a le DEC au cégep. Ensuite, il y a à l'université. Donc, là, un bac en design intérieur. Puis après, il y a aussi des DEP. Il faut juste faire attention, s'assurer qu'il y a toute la partie technique qui est couverte dans les DEP. Okay. Puis, il y a une association qui régit un peu tout ça, qui est sur une base volontaire, encore, malheureusement. On n'est pas un ordre, c'est une association professionnelle. Okay. Mais lorsqu'on est certifié à PDIQ, donc l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec, cette certification fait en sorte que on est certifié d'être une professionnelle et qu'on a toutes les notions de base, et même plus, pour pouvoir faire le métier du design d'intérieur de façon professionnelle. Donc, on a aussi une assurance professionnelle, on a une formation continue, ce qui fait qu'on est vraiment régi. Fait que si quelqu'un se dit, je sais pas si c'est vraiment une designer, c'est quoi ses qualifications, une fois qu'elle est certifiée, tu peux savoir que cet organisme a certifié que oui, c'est une professionnelle. Parfait. Après, il y a des parcours atypiques où est-ce que les gens sont pas certifiés, mais qui ont plein d'expérience, qui ont un grand bagage. Faut juste vraiment faire ses devoirs et s'assurer que la personne a les compétences. Donc, est capable de faire des projets qui requièrent une designer d'intérieur professionnelle. OK, parfait. Puis, vu qu'il y a plusieurs façons d'arriver au but d'être designer d'intérieur, dans le fond, donc on a parlé du DEP, on a parlé du baccalauréat, puis il y avait aussi il y a le DEC, le diplôme d'études collégiales. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un 3 ans intensif avant de rentrer sur le marché. Parfait. Puis, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait peut-être devenir le designer d'intérieur, est-ce qu'il y a un de ces chemins-là qui soit donne plus, soit est plus difficile? C'est quoi la différence entre ces je te dirais, ça prend un minimum, ça prend un DEC. C'est le minimum. Après, si tu veux pousser tes connaissances, tu peux aller à l'université. Je suis pas très familière avec le DEP, donc j'en parle pas trop. Moi, j'ai fait un DEC, donc 3 ans intensifs, et je suis tout de suite plongée dans le métier, et pour moi, c'était suffisant, mais il me fallait la réalité du chantier. Je comprends. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite après mes 3 ans. Mais un DEC, c'est un minimum, d'après moi. Parfait. OK. Donc, ça, c'est comment on devient designer d'intérieur. Une fois qu'on le devient, une fois qu'on plonge, dans le fond, sur les chantiers, comme on dit, quel genre de rôle est-ce qu'on prend sur nos épaules? C'est quoi le rôle en tant que tel d'un designer d'intérieur sur un projet? C'est une super question parce malgré qu'on est beaucoup vu à la télé, encore, il y a encore c'est mal compris. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Puis je te dirais que on est la base. C'est le premier appel qu'un client devrait faire quand ils ont un projet de rénovation, de construction neuve, de beaucoup plus dans la rénovation, mais construction neuve aussi. On est là avec l'architecte ou avec le technologue en architecture parce que nous, on va vraiment aller creuser l'intérieur, aller diagnostiquer tout ce que le client a besoin, là, tout décortiquer, c'est quoi ses besoins, c'est quoi son budget, c'est quoi qu'il a en tête comme vision pour l'intérieur, puis l'architecte va faire, ou le technologue, l'extérieur. Fait que c'est vraiment un travail de collaboration. Fait qu'encore là, dès le début, faut appeler la designer. Dans un projet de rénovation, pourquoi faut l'appeler dès le début? Parce que souvent, nous, on va être capable, on a les compétences pour dire, ça, c'est un projet qui va nécessiter un technologue en architecture, par exemple, ou on touche un mur porteur, dans ce cas-là, ça va être un ingénieur, ou là, ça prend un architecte parce qu'on touche à la coquille. Puis, tu vois, fait que on a les compétences pour regarder le projet dans son ensemble, dans sa globalité, et pouvoir accompagner le client là-dedans. Le client, il est pas tout seul, puis il devrait pas voir son projet de rénovation comme une énorme montagne. Nous, c'est notre spécialité. On est le premier téléphone que quelqu'un devrait faire quand il veut faire de la rénovation, c'est nous.
c'est quand même intéressant parce que je pense que pour la plupart des personnes, le designer d'intérieur, on va l'appeler quand on pense que notre projet est atypique. Quand on pense que ou les gros a une projets. idée ou c'est un gros projet. Ils pensent qu'il faut qu'il y ait un minimum pour... Et exactement. Pourtant, là, une rénovation de salle de bain, on a un espace... Je te donne un exemple, beaucoup dans... Moi, je fais beaucoup de Montréal, puis les rives, puis à Montréal, on a beaucoup le condo, mais est-ce que je te donne un exemple? La petite douche de 30 par 30, puis l'énorme bain en coin. Ouais. Là, les gens sont comme, c'est parce que moi, je prends pas un bain à tous les matins, je prends une douche, puis j'aimerais ça avoir une belle douche spacieuse. Ben là, il y a de l'aménagement à faire, il y a de la réorganisation spatiale à faire. Ouais. Ça prend un designer. C'est un minimum, ça prend quelqu'un qui dit... Puis l'entrepreneur veut pas prendre ces décisions-là à notre place. Habituellement, les entrepreneurs aiment travailler avec les designers parce qu'ils ont... On travaille en collaboration, de un, puis on travaille pour arriver à mettre en réalité, à amener amener à terme un projet, une idée que le client a. Fait qu'on travaille tout ensemble. Puis c'est pas à l'entrepreneur de dire, ben moi, je te conseille le bain, je le mettrai là. C'est pas sa spécialité. Puis en cours de route, il va y avoir des modifications. Si la designer est pas là, puis que c'est l'entrepreneur avec le client, ben ils vont peut-être pas prendre les meilleures décisions parce que l'entrepreneur a une vision, a une façon de faire, qui va dire, ben moi, je te conseille ici, mais c'est pas nécessairement point de vue design, c'est pas sa job. Ouais. Fait qu'on devrait plus nous appeler qu'on nous appelle. Je sais qu'on nous voit un peu comme un luxe et pourtant, on est la personne qui va accompagner à toutes les étapes le client, puis le conseiller à toutes les étapes. Pour dire, ben voici, selon ton projet, selon ton budget, voici les options que tu as. Puis moi, en fonction de toi, ce que tu me donnes comme information, je te conseille ça, ça et ça. Puis en bout de ligne, c'est le client qui prend la décision. C'est son projet à lui. Mais on est là pour l'accompagner à chaque étape, de la première étape jusqu'à la dernière étape. Fait qu'on est là pour le rassurer que ce soit un petit ou un gros projet. Ou un gros projet. Ouais. Puis est-ce que, dans le fond, les lignes de communication sont beaucoup plus directes avec le client, donc le propriétaire, ou avec l'entrepreneur général ou la personne qui aurait, dans le fond, la responsabilité du projet au grand complet, si je peux dire? Super bonne question. Les deux. On est vraiment la designer, le client, l'entrepreneur. Des fois, il va avoir un technologue en architecture, des fois, il va avoir un ingénieur. C'est tout un travail de collaboration. Le but ultime, c'est d'arriver à la fin avec un projet que le client va être content, que l'argent sera bien investi, puis toutes les normes vont être respectées. Fait que toutes les décisions, on a toutes des spécialités. Ouais. Fait que tant que tout le monde est dans le même bateau, mais généralement, tu sais, il faut que ça soit un projet de collaboration. Et, tu sais, moi, à chaque fois que, mettons, moi, je me spécialise en rénovation résidentielle majeure. Puis, en réno, on le sait, il y a toujours des imprévus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on voit pas derrière les murs, on sait pas comment ça a été construit, 100%. On sait pas, y a-tu eu un dégât d'eau, y a-tu de la moisissure, y a-tu quelque chose qui... Fait que, tu sais, ça, veut pas, on ouvre, on trouve, ah, OK, ça, c'est un imprévu, faut réagir vite. Ben, moi, j'aime quand l'entrepreneur m'appelle moi en premier. Hey, finalement, on a une colonne en plein milieu de l'îlot. On fait quoi? Fait qu'avant d'arriver au client, on a un problème. J'en parle avec l'ingénieur, j'en parle avec toutes les autres personnes concernées. On arrive avec des solutions, puis là, on présente ça au client. Fait que le client, il est géré. Il reçoit un problème, mais il reçoit des solutions en même temps. Fait que ça enlève une partie tellement stressante d'un projet. On est là pour l'accompagner. Puis de le faire en collaboration avec les autres, je pense que c'est primordial. Fait que faut pas qu'on se fasse tasser. On veut tasser personne. Tout le monde est là dans le même but. On a tous le même but, c'est d'arriver au bout avec un projet où est-ce que le client va être super content. C'est un client content, là. Ça, c'est la meilleure chose. Ah, mon Dieu, c'est la meilleure chose. Donc, on le voit vraiment comme une collaboration, dans le fond. Donc, collaboration entre l'entrepreneur général, on a parlé d'ingénieur, potentiellement d'architecte, de décorateur aussi. Oui, aussi, que vous allez pouvoir inclure. Est-ce que la décoration, c'est quelque chose qui est d'emblée offert par les designers ou c'est un plus ou où est-ce que ça se trouve la partie décoration? Très pertinent parce que oui, on se fait souvent appeler décorateur. Je veux dire, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, puis j'ai encore des amis, je les aime beaucoup, qui
Beaucoup moins maintenant, mais tu sais, dans les premières années, hey, t'es décoratrice, t'es designer. Non, je suis pas décoratrice. C'est pas du tout la même chose parce qu'on fait pas la même chose. On n'a pas la même spécialité. Après, il y a des designers d'intérieur qui vont faire de la décoration dans leur projet, qui ont cette spécialité-là. C'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment spécialisée dans l'aménagement intérieur. Donc, l'ergonomie, maximiser l'espace, le rangement, aller vraiment chercher tous les pieds carrés. Moi, c'est ce que je fais le plus. La grosse réno, on enlève des murs, on déplace. Des fois, je déplace des escaliers. J'essaye le moins possible parce que c'est coûteux. Mais, tu sais, des fois, on n'a vraiment pas le choix. Fait qu'on repense vraiment tout l'espace. C'est une spécialité en soi. La décoration, c'est une autre spécialité. Mais la décoration va toucher une pièce sans toucher au mur, sans toucher à la coquille, sans toucher à... Et ça va être principalement, comme on dit, c'est de la décoration. Donc, moi, j'en fais pas, fait que je veux pas m'attarder sur le projet, mais sur le sujet, mais c'est ça. Donc, c'est une spécialité. C'est comme les designers, on est des généralistes, des médecins généralistes, puis là, ben, t'as des spécialités, comme les spécialistes qui vont être pour les pieds, pour le cancer, pour tout le monde va avoir sa petite spécialité. Bon, ben, nous, on est un peu comme ça. Puis il y a des généralistes, donc des designers généralistes qui vont faire exactement de la déco, qui offrent tout ça. Mais c'est une job en soi. Tu peux être décorateur. Moi, c'est là que je mets toujours le petit bémol, c'est les décorateurs qui s'appellent designer. Ouais. Ça, faut faire attention parce que quand tu t'appelles designer, faut que tu sois capable de backer ça. Il faut que tu sois capable de dire, ben moi, j'ai les notions, j'ai aussi une assurance responsabilité, je connais le code du bâtiment, je connais les normes. Tu sais, je veux dire, on spécifie pas des coussins. Je sais qu'on le dit, puis ça fait 15 ans que je le dis, je spécifie pas des petits coussins. Je pourrais, mais je le fais pas. Tu sais, on va spécifier des matériaux. Pourquoi utiliser tel ou tel matériau? Tu mets, je te donne un exemple, la mauvaise céramique sur un plancher parce que tu la trouves belle, tu mets une céramique ultra lustrée dans une douche sans seuil, là, une douche à l'italienne, comme on dit. Ben, bravo, mais c'est dangereux. C'est plus juste, je m'invente designer. C'est non, tu peux faire mal aux gens. Tu peux aussi mal investir. Tu peux leur dire de mal investir leur argent. C'est beaucoup de sous, la rénovation. C'est quand cuisine, salle de bain, quand t'es rendu à faire de la rénovation, ça va vite, puis faut que ça soit fait intelligemment. Fait que nous, c'est ça notre rôle. C'est moins le rôle d'un décorateur. C'est pas le rôle d'un décorateur. Le décorateur a sa job en soi. Définitivement, comme moi, je vais pas m'inventer architecte, je vais pas m'inventer technologue en architecture non plus. Je n'ai pas les notions et les capacités pour le faire. Fait que c'est pas ma job, c'est pas ma place. 100%. Puis je pense que c'est la vision des clients, des fois, il est un peu brouillé. Donc, il y a un peu de mélange entre les deux parce que les noms sont des fois interchangés. Mais même pour ceux qui comprennent que c'est pas la même chose, des personnes qui savent que la designer d'intérieur va pouvoir me dire d'abattre un mur, va pouvoir maximiser mon rangement, etc., va pouvoir faire ce genre de choses-là, ce qui est pas ce que va faire un décorateur. Mais il y a quand même des personnes qui vont se dire, si je fais appel à un designer, je m'attends à ce que la finition du travail soit comme celle donc inclut un petit peu la décoration. Ben oui, on va bien sûr, tout à fait. Puis quand tu dis j'ai un mur à abattre, la designer va dire oui, tu peux ouvrir ce mur-là. C'est toujours sous toute réserve. On va confirmer avec un ingénieur. On va faire des trous exploratoires. C'est à ça que ça sert aussi. Fait que on le prend vraiment étape par étape. Puis c'est rendu à la fin, comme je te dis, moi de la grosse décoration, là, vraiment, du stylisme d'intérieur. Moi, je trouve que c'est une job en soi. Puis moi, je l'offre pas parce que c'est pas ma spécialité, mais je vais collaborer avec des décorateurs. Je vais aller chercher ces gens-là qui, comme un architecte, comme un ingénieur, ont leur spécialité. Ben, ça fait partie. Après, il y a des designers qui l'offrent aussi, qui font un peu de tout. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'aménagement, l'ergonomie, la lumière naturelle, c'est tous ces éléments-là. Un designer fait beaucoup, beaucoup plus de technique qu'on pense. On est beaucoup moins... On est plus loin des coussins puis plus proche des murs porteurs. On est quelque part entre les deux, puis mais c'est très important qu'on s'approprie pas le rôle quelque chose qui... Non, c'est ça. Surtout quand on parle d'un bâtiment. Là. Le cadre bâti, il y a des normes à respecter, puis il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines choses. Plus que d'autres, il faut respecter ça aussi. Ouais, puis j'aime le fait qu'il y a cet aspect de collaboration-là. Une autre partie intéressante, c'était
au début qu'on disait la designer ou le designer devrait être la personne, dans le fond, qu'on contacte dès le début du projet. Au moment, par exemple, de la planification du projet. Mais dans les étapes d'un projet de construction, où est-ce qu'on peut retrouver la partie design ou bien quelles sont les étapes où est-ce que on pourrait faire appel à vos services? Okay. Disons qu'on a raté le bateau, là, on l'a pas fait dès le début. Est-ce qu'il y a d'autres étapes où est-ce qu'on peut directement... là Je vais t'expliquer pourquoi il faut, dès le début, avoir ce réflexe-là. Parce que, mettons, tu as un projet de réno, tu vas voir un entrepreneur, puis tu te dis, moi, je veux rénover ma salle de bain, je veux rénover ma cuisine. Tout de suite, ils vont te dire, OK, mais encore. C'est une petite, c'est une grande, tu veux quoi? Tu veux un bain à $300, tu veux un bain à $3000? Tu veux de la petite céramique mosaïque très difficile à installer ou tu veux des grands panneaux où est-ce que ton plancher doit être impeccable de niveau? Il y a tellement de variantes que l'entrepreneur, il va dire, ben, reviens me voir quand tu auras un plan. On fait les plans. Fait que tout projet commence par une idée. Une fois que tu as l'idée, tu figures ton budget. Tu dis, OK, là, c'est quoi la prochaine étape? C'est la designer. C'est le core, c'est la base, c'est de là que ça part. Parce que moi, on va m'arriver avec un projet. Moi, je saute pas sur le projet avant de faire un appel téléphonique avec le ou la cliente pour faire le tour de c'est quoi ton budget, c'est quoi ton time frame, c'est quoi ton projet. T'es-tu réaliste dans ce que tu veux ou pas du tout? Nous, on le dit souvent, là, les designers, mais on est des péteuses de rêves. Parce que avec la télé, là, tout ce qu'ils voient, c'est « Oh mon Dieu, je peux faire des miracles avec $1000 ». Puis je l'ai écouté beaucoup, cette émission. Mais c'est oui et non. Tu sais, ça t'amène à un niveau où est-ce que tu dis le budget que tu as en tête, avec le projet que tu as en tête. Ça marche pas. Exactement, ça marche pas. Ou oui, ça marche, parfait, on va faire un plan de base. T'sais, juste un petit préliminaire pour dire, OK, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir des murs? Tu sais, le plan que tu as en tête, est-ce que ça implique d'autres professionnels? Est-ce que ça implique un technologue? Est-ce que ça implique un ingénieur? Souvent, là, le plus que je travaille, c'est avec les ingénieurs en structure. Parce que comment les maisons étaient faites avant, c'était tous des petits compartiments pour pouvoir chauffer chaque pièce. On voulait pas chauffer toute la maison, on chauffait, il y avait le poêle à bois, puis exactement. Tandis que là, nous, ce qu'on aime, c'est l'espace ouvert. On défonce tout. Oui, ça coûte des bidous, ça. Défoncer un mur, on peut pas juste l'ouvrir, faut aller porter le poids. Ça. Il y a tout cet aspect-là que les gens disent, ah oui. Des fois, c'est pas porteur. Hey, c'est comme gagner à la loterie. Tu veux ouvrir un mur qui est pas porteur, là? C'est comme gagner à la loterie, mais souvent, il est porteur. Puis c'est à cette étape-là, justement, que on voit, est-ce que, là, on se rajoute un ingénieur dans le budget. Est-ce qu'on va là ou pas? Puis, fait que tout de suite, là, la collaboration, il faut qu'elle se fasse dès le début. Dès qu'on a un plan de base, là, l'entrepreneur va voir le projet puis va dire, OK, je sais exactement. 50 000, 100 000, 150 au moins donner les grandes lignes, là, dire comme ouvrir un mur porteur, une cuisine et tout ça, 30 000, oublie ça. Est-ce que tu veux garder ton mur ou est-ce que tu montes ton budget, tu sais? Puis une fois qu'on a cette idée-là de OK, on a quelque chose qui se tient, là, tu pars en détail. Là, tu vas faire le concept puis tu vas plus le pousser, mais c'est vraiment de le regarder en étapes. Puis, tu me dis à quelle étape, si on manque le bateau dès le début, à quelle étape? Le plus vite possible. Le plus vite possible. En construction neuve, c'est la même chose. Si toute ta coquille est faite, moi, nombre de fois que j'ai eu un plan d'un architecte ou d'un technologue où est-ce que je me suis dit, la fenêtre, là, est pas bien. Parce que eux pensent beaucoup, la coquille. Faut que ça ait l'air du sens à l'extérieur. Faut que ça se tienne. Définitivement. Mais si t'es dans un espace, je donne un exemple, complètement ouvert, vitré partout, puis tu veux un salon avec un cinéma maison. Je veux bien, mais il te manque un mur à quelque part ou tu sais, c'est ça qu'il faut voir. Fait que c'est pour ça, moi, toutes les dernières nouvelles constructions que j'ai faites, c'est en collaboration avec un architecte. Donc, on s'assoit, puis là, je dis, si tu me déplaces cette fenêtre-là, là, parce que moi, à l'intérieur, ça arrange l'aménagement, ça fonctionne mieux si on la décale un peu. Est-ce que toi, à l'extérieur, ça fonctionne toujours? Tu sais, c'est ça de la collaboration. C'est ensemble. Lui, sa spécialité, c'est la coquille. Moi, c'est l'intérieur. Fait que toujours impliquer la designer dès le début. Je vais le marteler, là, dès le début. Dès le début. Appeler la designer. Puis quand on parle, parce que là, avec tous ces conseils-là, ou bien une fois qu'on a vu la designer, c'est beaucoup plus facile, d'après ce que je comprends, d'avoir une vision d'ensemble de notre projet, de pouvoir mettre des chiffres pour l'entrepreneur sur combien le projet il vaut, il va coûter, etc. Mais quand on parle maintenant des frais
des services de design. OK, Parce que juste d'avoir ces conseils-là ou bien cette évaluation-là de est-ce que le projet y est viable, est-ce que le projet est pas viable, est-ce que le budget que le client a indiqué, est-ce que c'est réaliste pour son projet, etc. Cette information-là, peu importe si le projet continue ou pas, d'après moi, c'est une certaine valeur aussi. Ben oui, tout à fait. Donc, on parle de, tu sais, quelqu'un qui voudrait juste, par exemple, je pense que je sais ce que je veux, mais je voudrais parler à quelqu'un qui s'y connaît. Donc, si on parle de juste la consultation de base, on peut s'attendre à combien au point de vue design? Oui, justement, comme tu dis, on a parlé, il y a plusieurs types de spécialités, plusieurs types de fonctionnement aussi pour le tarif, ça va de soi. Donc, il y a le forfait. Donc, c'est un forfait fixe. Et après, ben, c'est sûr que quand tu offres tes services à forfait fixe, il faut que ton contrat soit très, très, très détaillé pour dire il y a tant de rencontres, tant de modifications, machin. Et le reste va être en extra. Ensuite, il y a taux horaire. Taux horaire, ça le dit. C'est vraiment à l'heure. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que c'est le plus équitable. Donc, le client, ça lui permet de s'impliquer autant qu'il veut. Il y a des clients qui veulent rien savoir, qui veulent des projets clés en main. Il y a des clients qui disent, moi, je vais magasiner, je vais faire mes soumissions. Parfait. Ça fait plus travail en collaboration avec le client. Il y a aussi au pied carré qu'une designer peut charger. C'est beaucoup plus dans le commercial, je te dirais, l'institutionnel, que c'est un tarif au pied carré. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça parce que je fais un peu de commercial, mais principalement, je fais de la réno et de la construction neuve résidentielle. Voilà, pour... une fois qu'on fait justement ce premier appel, je pense que tous les designers passent par là. Tu veux pas non plus, tu veux savoir... Es-tu un bon fit avec le client? Est-ce que, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je leur dis toujours, êtes-vous allé voir mon site web? Parce que si, dans les 15 dernières années, je n'ai pas fait de projet, il n'y a pas un projet là-dedans que tu te dis, j'aime bien ça, ben, ça sera pas un bon fit. Puis c'est correct, mais si t'aimes pas ce que je fais, ben, ça veut dire que t'as pas les goûts que je peux, tu sais, ça va toujours être le projet du client. Puis, tu sais, j'ai quand même un range assez de pas mal classique à très contemporain. Mais si on n'a pas la même vision des choses, si t'aimes quelque chose de très coloré, funky, I'm not your gal. Moi, je suis beaucoup plus dans les nerds, dans quelque chose qui va bien passer dans le temps. Moi, c'est ça ma spécialité aussi. Il faut que ça soit un fit avec le client. Fait qu'une fois que tu vois que le fit au téléphone, ça fonctionne, ben là, ça serait une première consultation. Puis il faut s'attendre à payer sa première consultation parce qu'on est des professionnels, on va se déplacer, on va faire des recherches avant. Rendu là, on va donner des conseils. Une consultation design avec n'importe quel professionnel, elle est payée habituellement. Donc, il faut s'attendre à débourser, je dirais, entre 200 puis 500, quelque chose comme ça, pour une première consultation. Il y a des designers qui vont l'inclure dans leur contrat. Donc, s'ils sont à forfait, ils vont juste dire, ben regarde, elle fait partie du forfait. Mais faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut être capable d'en parler. On est des professionnels. Vous avez besoin d'un service. Fait que juste demander comment tu fonctionnes. Puis pourquoi tu fonctionnes comme ça. Oui, c'est principalement pour ça que j'ai posé la question parce que c'est sûr que étant dans le domaine, on se dit ben ça va de soi. Mais quand les gens ils demandent cette première consultation-là, il y a encore une fois une espèce de mélange entre la consultation et la soumission. C'est parce que souvent, les entrepreneurs, ils vont offrir une soumission gratuite parce que ça va être, voilà combien ça peut vous coûter, etc. La soumission est gratuite, mais ils comprennent pas que, plusieurs personnes ne comprennent pas que quand on fait affaire avec un designer ou une designer, la partie consultation, il y a déjà une partie de service rendu, il y a déjà un échange de connaissances qui est là. Ben oui. Puis, même s'il y a rien qui est fait par la designer par la suite, il y a assez d'informations pour changer le cours d'un projet juste avec ça. C'est une consultation. C'est ça. Donc, c'est cette partie-là que je pense que c'est quand même très important de comprendre parce que ça vient ajouter dans la partie planification, ça vient faciliter le projet dans son entièreté. Là. Donc, puis si on pourrait finir avec une dernière question, ce serait quoi les erreurs les plus courantes qu'on pourrait voir, là, ou bien que vous avez pu voir, vous, dans les 15 ans que vous avez pu faire ce métier-là? Il y en a plusieurs parce que souvent, les clients sont mal informés. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose que je veux qu'on retienne là, de tout ça, c'est dès que vous avez un projet, appelez le designer.
Dès qu'on a un projet en tête, qu'on veut se faire une tête, appelez. Les appels, habituellement, sont gratuits. Fait qu'au moins, appelez pour avoir un premier son de cloche. Parce que souvent, c'est ça l'erreur. C'est qu'ils vont se dire, j'en ai pas besoin, c'est un luxe, je suis capable de me débrouiller par moi-même. Puis là, le pire, là, c'est qu'ils sont dans leur projet. Moi, j'en ai des comme ça, là. Dans leur projet. On a fait la démo. Finalement, on va bouger la toilette. On va agrandir. Si on va... Là, je suis comme... OK, mais tu veux que je fasse quoi? C'est un travail en soi que tout aurait dû être fait en amont, que là, tu me demandes de faire ça live parce que tu as un entrepreneur qui t'attend comme ça, tu as un plombier aussi, puis là, où est-ce qu'on met les choses? Ça, c'est la plus grande erreur, c'est ça, c'est de pas avoir tout fait la planification en amont, puis d'avoir attendu d'être dans le projet pour j'ai toi un designer, ça c'est le worst. Puis après c'est une mauvaise communication, je pense, avec tous les intervenants pour pas être mis au courant étape par étape, combien je dois... C'est un bon projet qui est bien planifié avant qu'on démolisse quoi que ce soit. On sait combien ça va coûter au complet, à part les extras qu'on peut pas planifier, mais la cuisine, elle a été commandée, on a un dépôt là-dessus, la céramique a été choisie, on a un dépôt là-dessus. L'entrepreneur sait qu'il commence dans 3 mois, 6 mois, puis aussi, point de vue délai, il faut être réaliste, on peut pas dire, j'ai un gros projet de rénovation, je veux commencer le mois prochain. Une grosse planification, faut que tu te donnes quelques mois. Il faut que tu donnes un 3, 4, 5 mois. Puis les entrepreneurs aussi se bookent les projets 3, 4, 5, 6 mois, un an à l'avance. Ouais. Plus le projet est gros, plus il y a besoin d'être planifié à l'avance. Les fenêtres puis les électroménagers, là, c'est des mois et des mois d'attente. Fait que tu peux dire, ben moi, j'ai une extension, mais je vais avoir un plywood dans ma fenêtre parce que j'ai pas pensé à commander mes fenêtres à temps parce que j'attends trop dernière minute. Ou ben j'ai une cuisine, mais j'ai pas d'électro. Fait que mettre de la glace dans le bain, c'est cute pour un party, mais peut-être pas. À long terme, faut penser planification et faire d'aller chercher les professionnels en amont, de faire la planification en amont, puis ça enlève tout le stress, tout le stress, puis après on sait, puis faut que la designer elle suive le projet. Tu sais, une designer qui fait juste donner les plans puis qui dit ben bonne chance. Pour une construction neuve, ça fonctionne. Pour une rénovation, il y a tellement de choses qui peuvent arriver après la démolition. Il faut qu'elle soit présente. Il faut qu'elle soit capable de réagir vite aussi. Il faut qu'elle soit disponible pour dire, oh, ben, la poutre qu'on a parlé tantôt qui arriverait en plein milieu de l'îlot, c'est pas une bonne idée. Fait que c'est quoi les options? T'sais, on ressort le plan, on retravaille, OK, vite fait, faut réagir, là. Fait que faut qu'elle soit là dès le début pour justement éviter. Puis si le client est réaliste, si la communication il a été là dès le début, s'il sait à quoi s'attendre sur son budget, s'il sait à quoi s'attendre aussi, moi, je donne des plans détaillés, des plans d'électricité, d'éclairage, des 3D, couleurs. C'est l'argent des gens, c'est pas un show de télé-réalité qu'on fait, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas là, c'est leur argent à eux, on veut pas qu'ils soient surpris, genre, c'était ça, je pensais pas, tu veux pas ça, tu veux pas que le client s'attende pas à voir. Faut pouvoir tout à fait. Exactement, exactement, parce qu'il paye pour, tu sais, ça avait été un show, j'ai rien contre les shows, mais ça avait été un show où est-ce que quelqu'un prend en charge tous les frais, fine by me, tu sais, je veux dire, vas-y, puis bon, si j'aime pas ça, je changerais, mais quand on parle de l'argent travaillé durement par les gens, faut vraiment le prendre en ligne de compte, puis l'aider à faire les bonnes décisions au bon moment, puis pour s'assurer que c'est ça, qu'on l'aide à toutes les étapes. Dans toutes les étapes. Ouais. OK. Donc, vraiment très intéressant. Je vais voir si j'ai bien compris le message principal de l'entrevue d'aujourd'hui. Designer d'intérieur, appelez-la dès le début de votre projet. Je pense que c'était la notion. Exactement. C'est la notion, tout à fait. Donc, oui, non, c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici pour Entre Briques et Bureaux. Encore une fois, le rôle de la designer ou du designer, c'est toujours quelque chose là que on veut préciser pour enlever un petit peu que ce soit les tabous au niveau des consultations, que ce soit au niveau des mélanges, au niveau des rôles ou des responsabilités, faciliter aussi la compréhension des différents chemins pour pouvoir y arriver, pour les personnes qui voudraient peut-être là, le devenir. Puis, avec l'émission d'aujourd'hui, c'est comme si on change le concept de design d'intérieur est un luxe
pour l'amener à design d'intérieur est une nécessité. Donc, c'est quand même... I like it. C'est quand même très, très, très intéressant. Puis, je pense bientôt, on va avoir un segment où est-ce qu'on va pouvoir le voir Oui, je vous invite sur un de mes projets pour voir exactement la collaboration. Justement, on ouvre un mur porteur, la cliente, l'entrepreneur, l'ingénieur. Voir sur live, sur un chantier, ça donne quoi, cette collaboration qui est le cœur d'un projet. Sans une collaboration avec tous les intervenants, ça marche pas. Fait que, j'ai hâte. Donc, merci pour l'entrevue d'aujourd'hui. On va se voir la prochaine fois pour la partie pratique. Encore une fois, c'était Ronaldo et Mara de Mara Design pour Entre briques et bureaux. Donc, à la prochaine. Entrevue très intéressante avec Mara de Mara Design. Je pense qu'il y a des points qu'on peut retenir de cette entrevue-là, comme quoi, par exemple, le design d'intérieur, c'est pas nécessairement un luxe, mais peut vraiment aider à bien planifier un projet, à s'empêcher des coûts supplémentaires, à bien visualiser un projet, puis aussi voir si ce qu'on a en tête est réaliste par rapport au budget qu'on a. La collaboration aussi qu'il peut y avoir entre les différents corps de métier, quelque chose de très, très important. Puis quand on regarde aussi les différences entre le design d'intérieur et la décoration, est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est deux choses différentes? Donc, on comprend bien que c'est différent. On peut l'avoir d'inclus dans le service de design, mais ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Hein? Donc, le designer d'intérieur va s'occuper d'optimiser l'espace et c'est pas juste une question d'esthétique, comme par exemple la décoration. Donc, encore une fois, bien content de l'avoir eu sur le plateau aujourd'hui. Puis bientôt, justement, on va aller voir l'autre côté, donc la partie décoration. Donc, quand on parle vraiment d'esthétique. Alors, nous sommes ici aujourd'hui avec Karine Matt de chez Matt & Glossy. Merci d'être ici, Karine. Ça me fait plaisir. On t'a invité aujourd'hui parce qu'on a parlé avec une designer intérieure auparavant, avec Mara. Puis là, dans le fond, on est rendu au profil décorateur. Qu'est-ce que c'est une décoratrice? Bien, décoratrice, déjà, c'est un terme qui est souvent un peu péjoratif ici au Québec, qui est utilisé beaucoup plus en Europe. Décorateur, souvent, un terme un peu vieillot, justement, mais on est plus maintenant dans styliste d'intérieur ou, on l'utilise décorateur, mais dans mon cas, j'utilise le terme styliste d'intérieur, qui fait en sorte que on est vraiment expert au niveau de la finition. Donc, souvent, un designer d'intérieur va vraiment plus faire la structure, les bases. Et nous, c'est ce que j'appelle le sparkle sur le gâteau. Donc, oui, puis tu es une personne qui est sparkly, fait que c'est parfait. Ça va très bien. Exactement. D'où le Matt & Glossy. Donc, le glossy, c'est vraiment le petit sparkle. Beaucoup aimé ça, évidemment. Mon background marketing. Exact. Et moi aussi, Matt & Glossy, j'ai adoré ça. Exact. Donc voilà. Donc, le décorateur, styliste d'intérieur, est vraiment là pour faire justement la petite finition qui fait toute la différence. Puis c'est souvent, malheureusement, celle-ci qui est négligée par les gens et elle ne le devrait pas. Oui, puis dans le fond, c'est quelque chose que les designers intérieurs font aussi, si je me trompe pas. Oui, exactement. Okay. Ils peuvent le faire. Souvent, ils vont l'offrir dans leur offre de service. De par mon expérience, c'est pas nécessairement la chose qu'ils aiment le plus parce que ils aiment vraiment plus, on en reparlera un peu plus loin, mais plus travailler le plan, plus travailler justement la structure, les cloisons et tout ça. Puis souvent, quand t'es rendu à penser au coussin ou au cadre. C'est pas juste ça qu'on fait, remarque, mais des fois, il y a peut-être un épuisement rendu là, puis c'est plus nécessairement le cœur de leur projet, mais ils le font, oui. OK. Alors, est-ce que tu travailles beaucoup avec des designers intérieurs? Est-ce que tu as des gens avec qui te réfèrent ou... Je travaille pas beaucoup avec des designers intérieurs parce que j'ai quand même une signature assez niche. Tu l'as sûrement constaté. Très colorée. Très colorée, exactement. Je pense que je suis quand même au Québec dans les seuls qui est dans cette niche-là. Donc, il y a pas tant de designers que je pourrais dire qui peut-être
qui s'associe à mon style, puis c'est bien correct. Mais j'ai eu une expérience avec une designer, puis j'ai adoré ça parce que le style que je préconise le plus en design, moi, c'est le mid-century modern. C'est vraiment un style que j'adore et que je connais bien. Donc, quand on me demande justement comment créer un décor mid-century modern, je sais sur le bout des doigts quel style, quel accessoire, quel luminaire et tout ça. Et dans ce cas-ci, c'était une designer qui avait fait une maison mid-century modern, mais au complet. Donc, il y avait eu une décloison, etc., là, au niveau de la maison. Puis, elle m'a appelée pour, justement, trouver toutes les petites finitions qui fait la touche mid-century modern à la maison. Donc, les luminaires, les meubles, les coussins, bon, tout ce qui sert à meubler la maison. Mais ça m'a vraiment touchée parce que c'était vraiment mon expertise. Puis j'avais adoré ça, travailler avec elle. Quelqu'un qui est venu te chercher spécifiquement pour ça. Fait que ça, qui n'est pas nécessairement la couleur, mais qui était vraiment... Je pense que j'ai cette réputation aussi-là d'aimer ce style-là. Fait que ça s'est su. Ça m'a flatté puis j'ai vraiment aimé ça. C'est le fun, ça. C'était arrivé dernièrement? Ou? Oui, mais ça a même paru dans un magazine de déco. Ça a été un très, très beau projet. Ça fait peut-être à peu près 2 ans de ça. OK. Oui. Parfait. Fait que depuis ce temps-là, tu t'es vraiment spécialisée. Est-ce que ça t'arrive des fois de recevoir des projets et de les refuser parce que c'est un style que tu n'aimes pas? Ah, la bonne question. Mon Dieu, que c'est une bonne question. Malheureusement, non. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Tu sais, j'aime ça quand quelqu'un m'approche parce que je sais que les gens m'approchent pour ma personne aussi. Oui. Donc, ils savent que je suis capable de tout faire. Puis c'est probablement parce qu'ils savent qu'avec moi, il va y avoir une belle relation, il va y avoir une relation de confiance et d'échange. Donc, je dis toujours oui. Mais ça veut pas dire que j'ai du fun. Non, j'imagine. Oui. Mais je suis capable de tout faire. Oui, tu sais, des décors beiges, j'en ris, là. J'ai des décors beiges, j'en ai fait. Non, mais c'est proche de la couleur tendance de l'année de toute manière, le beige. On peut dire ça. Mais des fois, ce que j'aime, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui m'avait approché pour un projet puis qui m'avait dit en amont, moi, je veux pas de couleur. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose que je veux. Je suis comme, parfait, on va faire le projet. Et ironiquement, son projet a sorti dans un magazine déco dans la rubrique maison en couleur. Oh, wow! Fait que je me dis toujours, j'ai peut-être un petit espoir des fois quand je rentre chez les gens de les convaincre justement pour qu'ils comprennent comment la couleur a ses effets. Parce que oui, un décorateur, on parle de finition, mais dans mon cas, il y a une spécialité au niveau de la couleur parce que la couleur a des effets extrêmement bénéfiques sur nos intérieurs et sur nous. Oui, définitivement. Un peu dans le même style que le feng shui. Là, oui, exactement. Et puis, dans le fond, là, on parlait des différences entre les deux métiers. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que tu reçois un contrat directement d'un entrepreneur à place de le recevoir d'une designer intérieur? Fait que dans le fond, qu'un entrepreneur ait juste besoin du décor et non d'un design intérieur. Ben, en fait, on va dire les vraies choses, je te dirais que c'est l'inverse. Okay. Donc, souvent, je me fais approcher par des clients et puis, dans le cas que ce n'est pas une grosse rénovation, justement, de décloisonnement, de refaire la plomberie, de bouger la plomberie, de repenser à l'électricité, ben à ce moment-là, je peux, moi, travailler avec les entrepreneurs. Okay. Donc, j'ai ma petite banque d'entrepreneurs dans ma poche. Puis, je les contacte et on travaille ensemble. Okay. Donc, on passe pas nécessairement par le tremplin designer d'intérieur. J'ai quand même assez de connaissances depuis 9 ans pour bien connaître là, tes limites, les limites de l'entrepreneur. Exactement. Oui. Okay. Puis, dès qu'on bouge pas de la plomberie, ben, je veux dire, une salle de bain, si on bouge pas la plomberie, c'est quand même relatif. J'ai les compétences, on va le dire, de pouvoir relooker la pièce sans faire de plan ou sans bouger de plomberie. Est-ce que tu as une équipe? Je dirais c'est des équipes volantes. OK. Je suis une âme libre. Je n'aime pas avoir d'équipe d'employés. Oui. Ça fait 9 ans que je travaille seule. Okay. Mais j'ai mes petits entrepreneurs qui sont toujours là, que je contacte si au besoin. Mes hommes à tout faire aussi. Fait que j'ai toujours mes petites équipes. Ma fille qui pose mon papier peint, parce que dans tous mes décors, il y a du papier peint. Oui. Donc, j'ai mes petites équipes. Quand on est une personne colorée, on aime les tendances. Généralement, il y a du papier peint. Il y a du papier peint, des murales. Oui, exactement. Oui, c'est très drôle parce que j'ai
pas mal connu ça. Ma mère était décoratrice, en fait, quand j'étais plus jeune. Alors, du papier peint, j'en ai vu des livres de papier peint, des couleurs. C'est donc bien fun. Surtout à cette époque-là, je fais un aparté, mais j'ai toujours un grand respect pour les décorateurs de l'époque qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas Pinterest. Moi, je suis fascinée parce que c'était vraiment l'époque des collages, l'époque de découper dans les magazines, arriver chez le client avec des mood boards puis des tissus collés. Mais en même temps, il y avait moins de compétition. Oui, bon point. Beaucoup de bricolage, moins de compétition. C'est vrai. Mais écoute, je lève mon chapeau à ta mère. On la salue d'ailleurs. Oui, on la salue. J'aimerais voir ses maquettes. Je sais pas si on en a gardé, mais écoute, c'était... je trouve que ce métier-là était très noble à cette époque-là parce que c'était des gens encore plus créatifs, selon moi. Je pense que oui. Parce qu'il n'y avait pas accès à tout ce qu'on a en rapidité. Puis maintenant, on a accès au monde, là. Oui, les compétences sont un peu différentes. À ce moment-là, c'était d'avoir les idées. Maintenant, c'est de gérer toutes les idées. Exactement. Bon point. Exact. Fait que dans le fond, si je comprends bien, généralement, dans un projet, c'est ou bien une designer intérieur ou bien une décoratrice. Non, ça peut être dans un projet, un gros projet, c'est évidemment l'entrepreneur qui va chapeauter avec la designer ou le designer habituellement. Donc, c'est le designer qui va faire les plans, qui va vraiment concevoir l'espace. L'entrepreneur va mettre en action. Mais je dirais que la plupart de mes clients ont souvent des maisons neuves qui, justement, l'entrepreneur est passé, le designer est passé et qui manquent, justement, la finition. Puis c'est pas pour enlever au designer nécessairement, mais c'est juste que on se le cachera pas, puis ça, peut-être faudrait le dire aux gens, mais cette portion-là coûte cher, la décoration. Fait que souvent, j'ai l'impression que c'est le petit projet que tu es épuisé après avoir fait des travaux, puis que tu mets de côté, parce que justement, là, tu dis, on va renflouer les coffres. Ça, je l'entends souvent, on va renflouer les coffres. Je respecte ça, mais c'est vrai que c'est coûteux, là, entamer un projet de décoration, là. Est-ce que ça t'arrive des fois d'arriver dans un projet, puis après ça, ben justement, puisque tu étais à la fin du processus, il n'y a plus de fonds. Comment tu gères ça avec les clients, dans le fond? Bien, moi, je suis chanceuse parce que ma force, c'est ça. Donc, mon tagline que je dis toujours aux gens, c'est « Moi, ma force, c'est de transformer sans rénover ». Fait que c'est... par exemple, s'il n'y a pas eu un designer qui est passé dans la maison, bien, qu'on a une cuisine peut-être un peu plus vieillotte, bien, moi, j'aime justement travailler l'existant. Donc, on repeinture les cabinets ou dans une salle de bain, on peut enlever quelques trucs. Il y a tellement à faire. On peut peinturer de la céramique, on peut mettre des autocollants sur le sol. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Dans le cas que, justement, il y a un designer qui a passé peut-être, puis là, on est un peu à court de budget, bien, moi, j'aime beaucoup aller voir, justement, ce que les clients ont, puis on peut transformer des magnifiques chaises et on peut, évidemment, passer des heures sur Marketplace et trouver des pépites. Oui, tu sais, ça veut pas dire que la décoration ne veut pas dire que c'est tout du neuf, surtout pas. En tout cas, pas dans mon école à moi. Là. J'aime vraiment utiliser le plus possible, réutiliser le plus possible, explorer justement... Et puis, bien, à une certaine époque, c'est toujours une grosse anecdote, mais à une certaine époque, moi, j'ai trouvé des meubles et des pépites d'or dans la rue. Donc, les gens qui jetaient des meubles, j'ai trouvé des choses incroyables. De moins en moins, parce que j'ai quand même l'impression que les gens là, connaissent le truc, mais... Oui, ils vont porter à l'éco-centre. Ils vont porter à l'éco-centre, malheureusement. Oui, des fois, tu vois des choses comme... Oh my God. Fait que, mais oui, donc, il y a beaucoup... Avoir un beau décor ne veut pas dire avoir de l'argent. Puis ça, faudrait que les gens commencent à l'intégrer parce qu'un beau décor est souvent un décor éclectique et souvent un décor qui est empreint de meubles et d'objets qui ont une émotion et ce ne se trouve pas nécessairement dans les grandes surfaces. Non. Ah non, je peux pas trouver ça dans un Walmart. Non, je voulais pas le dire, mais voilà. Ikea. C'est ça, dans les Made in China de ce monde. Non, souvent, les clients vont me demander justement, sur cette tablette-là ou sur ce meuble-là, qu'est-ce que je peux mettre? Je leur dis, moi, je vous dirai pas quoi mettre. Mais à votre prochain voyage, ouvrez l'œil, amenez un objet, soit un souvenir, un bibelot, peu importe, ou ça peut même être des roches d'un voyage qu'on met dans un beau pot, mais qui nous amène une émotion. Il faut que ça amène une émotion. Ah, c'est vraiment...
Je trouve que c'est une super belle façon de terminer ça. Oui. Faut que le décor amène une émotion. Ouais, Oui. c'est parfait. Sinon, ça vaut pas la peine. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été avec nous. Ça me Je vous plaisir. remercie. Fait que dans le fond, après avoir écouté ça, c'est super pertinent parce que c'est tellement maintenant évident la différence entre les deux métiers. C'est quand même très évident pour de vrai. C'est dès que la structure est affectée, dès que c'est des changements de cet ordre-là, ben c'est du design intérieur. Oui. Puis quand on arrive avec tout ce qui est comme en surface ou esthétique, les couleurs, bien là, on parle de décoration. De décoration, exactement. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cet épisode. Pour d'autres épisodes ou si vous avez des idées, je vous invite à nous laisser des commentaires, à nous laisser un like, à partager cette vidéo-là. Puis on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de Entre briques et bureaux. À la prochaine. Merci.